qui ont des gènes favorisants, qui ont des troubles de l'auto-immunité, c'est-à-dire ces maladies où on s'agresse soi-même, où on fabrique des anticorps contre soi-même. Et ça, c'est en rapport avec le microbiote. C'est bien prouvé pour les maladies digestives. On l'a aussi dans le Parkinson, on l'a dans le diabète, on l'a dans l'Alzheimer, donc pourquoi pas dans la sclérose en plaques. Donc de nombreux travaux sont en cours. Pour l'instant, on va juste aborder des possibilités. Je ne vais pas vous sortir une recette de cuisine sur le microbiote. Alors le microbiote, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quand même une masse importante puisque ça va de 1 à 5 kg et c'est indépendant du poids. C'est-à-dire c'est pas celui de 120 kg ne va pas avoir 5 kg et celui de 35 kg 1 kg. Non, c'est une masse microbienne très importante qui se trouve dans l'intestin du patient et qui fait partie de vous. C'est un allié indispensable. Ce sont des esclaves que l'on élève et que l'on éduque depuis sa petite enfance. Il faut savoir que l'intestin, si on l'étalait comme au rouleau à pâtisserie, ça fait quand même 400 mètres carrés. Donc vous imaginez la surface d'échange importante et tout ce qui peut se passer dans l'intestin. Alors quel est le rôle du microbiote? Il a évolué avec nous, c'est-à-dire depuis l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, tout ça, on a évolué, on s'est modifié sur le plan physique, on s'est modifié sur le plan immunologique et on a modifié notre microbiote qui existe depuis des années et des milliers d'années. Alors, quand le fœtus naît, au moment de sa naissance, il est stérile. Il n'a aucun microbe. Dans le placenta, il n'y a pas de microbe, vaut mieux en tout cas. Et lors de l'accouchement, lors du passage au niveau vaginal, les microbes de la mère vont coloniser le fœtus. Et en cas d'allaitement, la succion du mamelon sur la peau, vous avez plein de microbes en permanence qui sont des campeurs gentils, hein, donc qui font partie de nous-mêmes. Le bébé va donc petit à petit s'ensemencer et fabriquer son propre microbiote. Et donc cette communauté est très diversifiée, il y a de nombreux microbes, on a compté, je ne sais plus, 150, 200, c'est énorme, et qui sont personnels. On a chacun notre microbiote, c'est un peu comme une carte d'ADN, on a aussi une carte d'ADN des microbes. Normalement, si on rencontre à l'âge adulte des microbes, qu'est-ce qu'on fait? On lui casse la figure, hein. C'est le premier réflexe qu'on a, enfin on essaye en tout cas. Et si on le rencontre une deuxième fois, on est déjà armé pour le détruire. En revanche, quand on est tout petit, tout bébé, on a une capacité à s'adapter à des microbes qui pourraient être pathogènes quand on est adulte, mais là on les accepte parce que l'immunité du bébé est tout à fait différente. Donc tout va se passer dans les premières années de la vie, où vous allez avoir une flore qui va se créer et qui sera quasiment la même tout au long de votre vie. Alors il y a des modifications, c'est-à-dire que votre mode de vie, votre alimentation, qui compte sûrement beaucoup, va pouvoir la modifier, mais très lentement, très difficilement. Et par exemple, vous avez beau manger des compléments alimentaires avec comme on appelle ça l'ultralevure dans le temps, tous ces produits-là, en réalité, vous modifiez très peu votre flore. Il faut du temps, une modification alimentaire longue pour arriver à vraiment modifier son microbiote et le rendre moins risqué. Donc j'ai une niche écologique qui est bien précise. Et il y a une symbiose entre l'individu et cette flore intestinale parce qu'elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous rendre service et sans cette flore, ce microbiote, on ne pourrait pas vivre. Un individu qui n'aurait pas de microbiote ne peut pas métaboliser certaines vitamines, ne peut pas absorber certains produits, il n'arrive pas à détruire, on en a besoin, donc ce sont des esclaves utiles. En vieillissant, elle change, ce qui explique des problèmes de la maladie de l'âge, effectivement, et probablement qu'une dégradation de ce microbiote ou d'une moins bonne qualité va favoriser le vieillissement du sujet. Alors les activités du microbiote, c'est biochimique et métabolique, ça bosse beaucoup, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de truc, ça travaille tout le temps. Dégradation des végétaux, tout est mis en petits bouts pour que votre organisme puisse les absorber. Il y a une espèce de fermentation, c'est vraiment une réaction chimique permanente, et fermentation qui va permettre d'assimiler les produits. Ces microbes, même virus aussi, ont des enzymes que nous ne possédons pas. Donc sans eux, pas de problème, on ne pourrait pas. Et en plus, lorsque des microbes pathogènes arrivent, vous pouvez très bien avaler des microbes qui ne sont pas gentils, votre microbiote va vous défendre. C'est-à-dire qu'il va empêcher le développement des campeurs sauvages, ce que j'appelle les campeurs sauvages. Il essaye en tout cas. Et un point important, c'est que pour absorber des aliments, il faut une certaine inflammation dans l'intestin.
et c'est cette inflammation qui va permettre l'ouverture de pores qui vont faire rentrer les produits nécessaires dans le corps. Alors cette inflammation doit être très maîtrisée parce qu'effectivement, si vous avez une inflammation pathologique, à ce moment-là, vous pouvez avoir des passages énormes de produits dans le sang, dont des bactéries, ça peut aller jusqu'aux bactéries, et des produits toxiques qui, eux, vont contaminer le reste de l'organisme. Et c'est pour ça qu'une pathologie intestinale ou une pathologie du microbiote intestinal va pouvoir toucher les poumons, le cerveau, le Parkinson, enfin toutes ces maladies peuvent être en partie aggravées par une inflammation pathologique. Et effectivement, tous ces produits qui vont passer à tort dans le sang vont entraîner une réaction inflammatoire et immunologique importante puisque votre corps n'est pas capable de les accepter. Ce sont des produits qui sont étrangers et toxiques. Donc sans microbiote, vous n'avez pas de développement d'une immunité correcte. Ça, c'est un premier point. Or, vous savez que la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, c'est-à-dire où des lymphocytes activés vont essayer d'agresser votre système nerveux, en particulier la myéline du système nerveux, et qu'il y a un droit du premier occupant, c'est-à-dire que votre microbiote à vous, que vous acceptez, qui n'est pas pathologique pour vous, va essayer de vous défendre contre les autres souches. Alors, on a un modèle animal qui est assez ancien, qui est l'encéphalite auto-immune expérimentale. C'est des souris qui sont capables de faire une maladie assez proche de la sclérose en plaques. Donc, c'est toujours les pauvres souris qui trinquent et on leur fait plein d'expériences. Et on sait qu'une souris qui est porteuse du risque de CEP, on peut avoir génétiquement des souris qui ont un risque, sans microbiote, tout se passe bien. Si on les expose à un milieu normal avec des bactéries, elles peuvent développer une sclérose en plaques et une dysbiose. Donc, à la fois, ce microbiote est indispensable à la vie et en même temps, il peut être dangereux. Donc, mais une souris sans microbiote ne vivra pas. De toute façon, il faut bien se rendre compte qu'elle ne pourra pas survivre. Et on a fait des expériences déjà de greffe de microbiote intestinal d'un sujet CEP et chez ces souris-là, ça entraîne une sclérose en plaques. Donc, il y a un rapport. Pour l'instant, on peut dire que ça, il y a un rapport entre le microbiote et la sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'un microbiote d'un sujet CEP peut déclencher une CEP chez une souris qui, au départ, ne l'a pas. Donc, c'est un point important. Alors, pour étudier le microbiote, on se dit, c'est simple, c'est plein de microbes, il n'y a qu'à les regarder au microscope, mais comme ce sont des microbes qui ont un développement anaérobie, c'est-à-dire qu'ils se développent sans oxygène, dès que vous les sortez, pouf, ils meurent, vous ne pouvez pas exploiter vos recherches. Donc maintenant, c'est les approches génétiques avec séquençage d'ADN où on arrive à savoir un peu tout ce qui se passe. Et vous voyez, on a mis en évidence 741 espèces de bactéries différentes. Donc on a vraiment chacun une empreinte, non pas digitale, mais écolique, nette. Alors, il y a eu des études qui ont été faites sur le transport de microbiote, dans les maladies, en particulier dans les maladies auto-immunes digestives, et ça marche bien. Ça marche dans l'obésité aussi. Si vous prenez une souris maigre et que vous lui greffez le microbiote d'une souris obèse, elle devient obèse. Donc, importance. Pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, c'est en cours de recherche. Pour la sclérose en plaques, on n'en est pas là du tout. Vous avez vu que ça peut être une arme à double tranchant. Alors, comme là, on reprend donc cette forte charge microbienne, c'est aussi une bombe possible. Il faut toujours y penser. Donc, il faut essayer de la respecter un petit peu. Elle nous rend service, il faut la respecter. Il y a un système immunitaire gastro-intestinal qui est très adapté et qui est éduqué pour le tolérer. C'est j'en avais déjà parlé, ça c'est une des raisons pour lesquelles, dans les pays très développés, on a plus facilement des scléroses en plaques que dans les pays sous-développés. Lorsqu'on prend un enfant qui a été éduqué très jeune avec un contexte extérieur, avec des produits, une hygiène mauvaise, très tôt il sera en contact avec plein de microbes, plein de gènes qu'il va accepter, puisqu'il est très jeune et que son immunité est tout à fait différente de celle de l'adulte. Quand on est dans des milieux comme les nôtres ou très aseptisés, les enfants vont rencontrer ces microbes beaucoup plus tard, vont les considérer comme des ennemis, vont leur casser la figure, et puis ils sont malades, et puis ils vont développer plus facilement des scléroses en plaques. Donc ce qui explique qu'il y a beaucoup de scléroses en plaques, une des explications, beaucoup de scléroses en plaques dans les pays du Nord, et puis peu dans les pays du Sud, où l'hygiène est beaucoup moins forte. Pendant longtemps, on a cru que c'était le soleil, simplement, et la vitamine D, que plus on mettait au soleil, moins on avait de sclérose en plaques, mais ça n'est qu'un élément. Donc toutes les pathologies immunitaires peuvent être déclenchées ou aggravées par ces bactéries, effectivement, si elles ne sont pas adaptées.
Alors, qu'est-ce qui peut vous déséquilibrer le microbiote et favoriser éventuellement la sclérose en plaques? L'alimentation, avec des mutations génétiques, le stress, les pesticides, les colorants, plein de produits, mais pour l'instant, il n'y a aucune étude vraiment très précise. Les traitements, quand vous donnez des antibiotiques à un patient, ces microbes, même les bons, ils en prennent une grosse claque, alors ça se régénère. Si vous faites une coloscopie avec une grosse purge, votre microbiote, il se fait la malle, donc, mais il se régénère, il y en a quand même toujours suffisamment, et vous retrouvez quand même un microbiote assez similaire. Et puis ces bons microbes, ils nous apprennent à nous défendre contre les mauvais. Alors pour les traitements, qu'est-ce qu'on peut faire? Les probiotiques, comme je vous disais, ça marche pas. Il y a des études récentes sur un nouveau, c'est le Bifidus insidians, dont les études seraient positives, on arrive à bien le garder. Alors l'alimentation, ça on va en parler tout à l'heure, c'est pas moi qui le ferai, mais ça semble capital. Les antibiotiques, savoir les manier avec précaution, et ne les utiliser qu'en cas de besoin. Puis probiotiques, prébiotiques, ça c'est des choses qui sont intéressantes, mais pour l'instant, c'est pas encore très efficace. Alors, donc microbiote et CEP, donc on s'aperçoit que les maladies auto-immunes peuvent être sous dépendance du microbiote, qu'il y a un apprentissage immunitaire qui est sous la dépendance du microbiote. On reprend l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est exactement la même diapo que tout à l'heure. Donc on s'aperçoit qu'il y a un rapport indiscutable entre le microbiote et la CEP, même si on ne sait pas encore gérer ce type de problème. Et puis, on a quand même maintenant qu'on peut étudier un petit peu par séquençage de l'ADN les microbiotes, on s'aperçoit que les microbiotes des patients CEP, ils ne sont pas tout à fait pareils que ceux des non-CEP. Par exemple, là, j'ai noté des trucs que je ne connais même pas, les méthanobactères, les Akkermansia, vous voyez, il y a plein de germes qui sont plus fréquents dans le microbiote des scléroses en plaques. Et, point important, ce ne sont pas les traitements, comme on donne souvent des immunomodulateurs dans la sclérose en plaques ou des immunosuppresseurs. On pourrait se dire, c'est ça qui modifie le microbiote. Non, c'est probablement d'autres choses qui peuvent remonter très loin dans la vie, c'est-à-dire dans les premières années de la vie. Quand on se rend compte qu'un enfant dont la mère fume a plus de chances d'avoir une sclérose en plaques que celui dont la mère ne fumait pas, vous vous rendez compte jusqu'où ça peut remonter. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est des causes et conséquences, mais c'est un truc important. Je pense que dans les années qui viennent, le microbiote sera vraiment un point important. Merci.